Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommet, les épreuves du certificat d'études primaires, session de juin 2025, ont démarré ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Dans le littoral, le préfet Alain Orunla et le maire de Cotonou, Luc Atrokpo, ont procédé au lancement des épreuves, le compte rendu dans cette édition. Après 8 années de mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, l'exécutif fait sa reddition de compte. Le ministre chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, revient sur les grandes lignes du PAG. Plus de précisions dans ce journal. À la page inter, le Gabon s'apprête à cesser ses exportations de manganèse brut d'ici 2029. Le gouvernement a annoncé cette décision dans le cadre de ses efforts de transformation de son économie. Les détails dans un instant. Vous suivez le 19h30 et vous faites toujours bien. Dans le département du littoral, c'est l'école primaire publique Rindé qui a abrité ce lundi le lancement officiel du certificat d'études primaires CEP session de juin 2025. Les épreuves ont été lancées par le préfet Alain Orunla et le maire de Cotonou, Luc Atrokpo. Nous avons également fait un tour au centre de Segbeya 2 pour le même exercice. Romaric Adossa pour le reportage. Lundi 2 juin 2025, jour de démarrage de l'examen du certificat d'études primaires CEP. C'est l'affluence des grands jours ici au centre de composition de l'école primaire publique Rindé de Cotonou, établissement choisi pour abriter cette année le lancement officiel de l'examen au plan départemental. Dans ce centre, nous avons 314 élèves qui composent ce matin ici. Et je pense que tout se déroule bien. Nous venons de lancer les épreuves. Et je peux dire que le Saint-Esprit les éclaire davantage afin que nous puissions obtenir les meilleurs résultats dans le centre d'examen. Tous les surveillants sont déjà en place, les épreuves sont déjà lancées. Nous avons également la mairie à côté et depuis très tôt ce matin, je les avais déjà alertés par rapport à la pluie et vous avez constaté que nous n'avons pas du tout d'eau sur le terrain. Donc tout se passera bien. Les autorités sur le terrain font le bilan d'un déroulement heureux de l'examen dans ce centre. En amont, tout a été bien préparé. La résultante, c'est que nous assistons à un très bon lancement. C'est ce que vous constatez ce matin. Vers la suite du préfet, je remercie le gouvernement qui s'est engagé dans cette dynamique depuis les années déjà. Les choses se font très bien. Je remercie le corps enseignant pour ce sacerdoce, pour tout ce qui se fait aussi. Je remercie tous les acteurs et souhaiter que les enfants passent ces quelques jours dans de très bonnes conditions, qu'ils soient tous en bonne santé et que nous ayons un taux plus élevé de réussite cette année que les années précédentes. L'examen de cette année organisé dans les mêmes conditions que les années précédentes, c'est-à-dire dans d'excellentes conditions, témoigne de l'efficacité de la dynamique qui a été mise en place. Donc, je voudrais une fois de plus renouveler mes remerciements au nom du président de la République aux enseignants, aux encadreurs, aux organisateurs de ces examens qui se passent toujours très bien. Les enfants ont manifesté quelque aptitude à faire face aux épreuves auxquelles ils sont soumis. Nous espérons que sur l'ensemble de notre département, les résultats seront à la hauteur de ce que nous avons pu connaître par le passé, davantage. C'est le lieu de féliciter, d'encourager les parents d'élèves à scolariser davantage et à accompagner l'encadrement des enfants. C'est enfin le lieu de rappeler que le pilier du développement, c'est l'éducation, c'est l'enseignement, et que la responsabilité des encadreurs, des parents, plus que celle des enfants, c'est de veiller à ce qu'ils reçoivent une bonne éducation, un bon encadrement, parce que ce sont eux la relève. Dans quelques années, ils vont évoluer tout ça. Donc je suis globalement satisfait, à part quelques petites perturbations liées sans doute à la pluie ou à l'environnement.
je suis content de ce que j'ai vu ce matin, comme j'ai pu le voir les années précédentes. Au centre de composition de Séguéa 2, le constat reste le même. Tout se déroule sans anicroche. Au centre Séguéa 2, nous avons les candidats à besoins spécifiques, notamment les malvoyants, les malentendants et les candidats qui ont des infirmités motrices d'origine cérébrale. Pour les malvoyants, ils sont 9, les malentendants 5 et les IMOC 17. Ça se passe très bien. Les épreuves vont démarrer à 8h30 et comme vous le savez, nos candidats bénéficient du bonus horaire. Donc, lorsque c'est une épreuve d'1 heure, ils ont 20 minutes en plus. Donc, tout a été préparé pour que ça se passe ainsi dans ce centre. Et les aménagements ont été également faits pour accompagner surtout ceux qui ont une infirmité motrice d'origine cérébrale. Donc ils ont leur transcripteur et dans l'ensemble tout se passe très bien. À rappeler que l'examen du CEP 2025 s'étend sur la période du 2 au 5 juin 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Autre information dans ce journal, le Bénin a commémoré ce dimanche la 41e édition de la Journée nationale de l'arbre, couplée au lancement de la campagne nationale de reboisement 2025 à 2026. L'événement a eu lieu dans la commune de Koma, dans le département du Mono, où se sont déroulées les manifestations officielles à l'échelle nationale. Pour la circonstance, plusieurs espèces de plants d'essence ont été mises en terre par le maire de la commune de Koma et les autres personnalités politico-administratives sur un domaine de 2 hectares au quartier Ségbé. Le reportage. La commune de Komé, dans le département du Mono, est honorée ce 1er juin 2025 en accueillant la 41e édition de la Journée nationale de l'arbre et du lancement de la campagne nationale de reboisement 2025-2026. Au cours de cet événement, le maire de la commune de Komé et les autres personnalités politico-administratives présentes ont mis en terre plusieurs espèces de plants d'essence autochtones sur le site de la réserve administrative de Ségbé, un domaine de 2 hectares. Un geste symbolique qui traduit leur volonté à œuvrer pour un Bénin vert. Au regard des recommandations issues de l'atelier départemental sur le bilan des 40 ans de célébration de la GNA dans le Mono, je prends l'engagement devant les autorités ici présentes et surtout devant le préfet du département du Mono, au nom du conseil communal de Komé, à entretenir cette plantation afin d'assurer une croissance normale des plants mis en terre. Enfin, j'exhorte tous les acteurs du secteur forestier à entretenir une franche collaboration avec le personnel déployé dans notre commune. Je profite de cette occasion qui m'est offerte du haut de cette tribune pour exhorter chacun de nous à s'engager véritablement à tous les niveaux dans les actions de sensibilisation, de plantation, de protection de nos forêts afin de parvenir à un Bénin plus vert. Cette année, la GNA est célébrée sous le thème « Faisons de nos enfants des ambassadeurs de forêt pour un Bénin plus vert ». Un thème à travers lequel le gouvernement entend sonner la veille écologique chez les tout-petits afin de faire d'eux de vrais acteurs capables de protéger les écosystèmes à l'avenir. Le gouvernement et son chef entendent ainsi éveiller la conscience environnementale de nos enfants, écoliers, élèves, apprentis et étudiants, pour qu'ils deviennent les gardiens de nos forêts et les acteurs du Bénin vert de demain. Mesdames et messieurs, chers invités, pour renforcer l'impact de nos actions, nous avons engagé plusieurs réformes, notamment une gouvernance améliorée des campagnes de reboisement, un suivi rigoureux des plantations existantes, la mise en place de mécanismes de financement et d'incitation pour encourager la participation de tous. Le site de célébration de cette année à Komé illustre bien
cette dynamique. De la synthèse des données de reboisement au titre de la campagne 2024-2025, il ressort que le taux de déforestation nette et de dégradation est évalué à 7,90%, ce qui porte au rouge les signaux en termes de dégradation de l'espace forestier au Bénin. Les postes de dégradation sont évalués pour tout le Bénin à environ 566 806 hectares pour tout le Bénin. Et les efforts de reboisement sont estimés à 1834 hectares par an. Donc nous pouvons dire de façon globale que notre pays, le Bénin, est dans une situation critique. Pas très critique, mais critique en termes de dégradation de l'espace forestier que nous avons. Donc nous devons alors aller vers des besoins futurs de reboisement qui sont estimés sur les 10 prochaines années au moins à 20 000 hectares par an. Notons que bien avant les manifestations officielles, des anciennes plantations ont été visitées, notamment au CEG à Kodéha et à l'école pilote de Komé, dans le but d'évaluer les résultats obtenus. Et dans le reste de l'actualité, à l'issue de plus de 8 années d'action soutenue, le programme d'action du gouvernement a franchi une étape méritoire de reddition de comptes sous l'égide du ministre d'État en charge du développement Abdoulaye Biotchane. Ce bilan a permis de revisiter les axes majeurs de la planification stratégique instaurée par le gouvernement de Patrice Talon. Suivant. Dans la définition même de la vision 2060, nous avons veillé à ça. Des équipes ont sillonné les 77 communes. Dans chacune des communes, il y a eu des groupes qui ont été, des panels qui ont été écoutés par des équipes, des citoyens pour dire comment ils voient les choses. Quel est leur rêve ultime pour notre pays en 2060. Vous avez envie de leur dire à la fin de ce plateau, après avoir confié vos rêves, veillez à ce qu'ils soient respectés. Absolument. Veillez tous les jours. Dites tous les jours, voilà ce à quoi nous avons rêvé. Voilà ce que nous voulons. Moi, quand j'étais en campagne en 2016 déjà, la question que je posais à nos compatriotes à chaque fois, qu'est-ce que vous voulez que le gouvernement vous donne? Qu'attendez-vous d'un gouvernement? Et un peu partout à l'époque, que ce soit à Savalou, à Glazoué, à Savé, à Natitengu, à Bembereke, à Banikwara, ici même à Bounou, beaucoup nous disaient, donnez-nous de l'eau potable. Et c'est pour ça que dans le programme d'action du gouvernement, une des mesures phares a été de dire, à l'horizon 2021, tous les Béninois auront accès à l'eau potable. Nous avons écouté dans toutes les 77 communes. Nous avons sollicité les Béninois de la diaspora. Il y a eu plus de 400 intervenants en ligne pour dire voilà ce que nous pensons. Nous avons écouté, y compris même les anciens chefs d'État, pour dire comment ils voient 2060. Nous voulons que nos concitoyens fassent confiance à ce gouvernement, non seulement pour les objectifs qu'il s'est fixés, qu'il a fixés pour le pays, et de plus en plus ils sont visibles. Ils sont visibles dans le cadre de vie, l'asphaltage, ils sont visibles dans l'accès à l'eau, ils sont visibles dans les cantines scolaires. Aujourd'hui, 75 enfants sur 100 mangent à l'école. Ils sont visibles dans les emplois qui sont créés à Glodibé. Aujourd'hui, il y a près de 20 000 jeunes qui y travaillent. D'ici la fin de l'année 2025, ça va être près de 50 000 qui vont y travailler. Ce qui est important, c'est la continuité de cette action. Et c'est pour ça qu'il est important de faire confiance non seulement à l'équipe qui est là, mais aussi aux institutions qui ont été mises en place et aux réformes qui ont été engagées. Une des réformes majeures, c'est de dire cessons d'improviser le développement de notre pays. Planifions le développement de notre pays. Une loi cadre a été prise. Nous devons veiller à ce que cette loi soit appliquée, parce que c'est une loi. Une autre loi va être proposée à l'Assemblée d'ici la mi-juin 2025, et cette loi va porter sur la vision 2060.
Pour que cette vision puisse se réaliser dans 35 ans, quand nous allons l'évaluer, quand d'autres Béninois vont l'évaluer, il faut que tous les jours, chaque Béninois dise « c'est important pour nous ». Nous avons rêvé à cela. Vous savez, un de mes rêves pour 2060, c'est qu'en 1960, nous étions au même niveau que certains pays, comme la Corée du Sud, qui aujourd'hui participent au financement du développement dans le tiers-monde et dans notre pays. Mon rêve pour le Bénin en 2060, c'est que le Bénin soit parmi les pays donateurs. En interactualité en Côte d'Ivoire, la coalition pour l'alternance pacifique a tenu son premier meeting ce samedi à Yopougon. Des milliers de personnes ont assisté au discours des dirigeants des partis d'opposition rassemblés dans la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire. Ceux-ci ont réitéré leurs revendications, notamment le appel à un dialogue politique et à la révision de la liste électorale. Le reportage. À 5 mois de l'élection présidentielle ivoirienne, l'opposition politique incarnée par la coalition pour une alternance pacifique a appelé samedi à un dialogue politique avec le parti au pouvoir, le Rassemblement des Républicains, RDR. Vous êtes venus là chacun avec sa casquette PDCI, avec sa casquette COGEP, avec sa casquette MGC, FPI, URD, AIRD, PIP et tous les partis politiques. Mais dès l'instant où vous avez franchi ces barrières dans cette enseigne, vous êtes les enfants de la Côte d'Ivoire. Les leaders de l'opposition ont dénoncé la candidature potentielle du président sortant Alassane Ouattara, ainsi que l'exclusion de plusieurs personnalités politiques de la liste électorale pour permettre la candidature de tous les leaders politiques. L'ancienne première dame du pays, Simone Gbagbo, a demandé au président Alassane Ouattara d'amnistier tous les potentiels candidats. Aujourd'hui, nous disons que le président Alassane Ouattara, la loi ivoirienne, la constitution ivoirienne a prévu qu'il puisse prendre son bic pour écrire une loi d'amnistie pour effacer tout ça. La coalition pour une alternance pacifique, CAP, a été créée le 10 mars 2025 pour faire face au bloc de la majorité présidentielle. Elle regroupe plusieurs personnalités de l'opposition, dont d'anciennes figures politiques telles que le Premier ministre Pascal Affi N'Guessan. Au Gabon, le gouvernement a décidé d'interdire l'exportation de manganèse brute dès le 1er janvier 2029. Dans 3 ans donc, le manganèse gabonais devra au préalable subir au moins une première transformation locale avant de quitter le pays. Le Gabon veut créer plus d'emplois et industrialiser ce secteur clé de l'économie du pays. Le reportage. Le gouvernement gabonais interdit l'exportation de manganèse brute dès le 1er janvier 2029. Cette décision, qui rompt avec des décennies d'économie extractive, permettra au pays d'instaurer une industrie de transformation nationale. Le Gabon est le deuxième producteur mondial de manganèse brute. Le minerai est, avec le pétrole et le bois, l'une des principales sources de revenus du pays. Si le Gabon est déjà l'un des plus riches pays d'Afrique en PIB par habitant, le décret précise qu'il développera, grâce à cette mesure, une politique industrielle axée sur la transformation locale des matières premières, la montée en compétence de la main-d'œuvre nationale, la maîtrise des chaînes de valeur technologiques et la consolidation des recettes fiscales. Le président Brice Oligui Nguema a précisé qu'une période de transition de 3 ans sera accordée aux opérateurs du secteur pour procéder aux investissements requis. Parmi eux, le groupe minier français Eramet exploite notamment la mine de manganèse de Moanda dans l'est du Gabon. Ce site fournit actuellement 15% de la production mondiale. Pour pallier le manque d'infrastructures énergétiques du pays, un projet de barrage hydroélectrique de 600 MW et des centrales à gaz sont en cours d'étude. En Centrafrique, un meeting de l'opposition a été empêché ce samedi. Depuis un mois, les opposants réunis au sein du bloc républicain pour la défense de la Constitution ont annoncé cette manifestation pour dénoncer les difficiles conditions de vie des Centrafricains et la mauvaise gouvernance des autorités. Suivons.
À Bangui, le meeting de l'opposition initialement prévu samedi sur le terrain de l'UCATEX a été annulé à la dernière minute. Des militants de l'opposition ont été empêchés de rejoindre le lieu où se tenait un match de football programmé selon certains de longue date. L'opposition accuse le parti au pouvoir d'avoir orchestré toute cette violence. C'est un bien triste jour pour la démocratie. Nous avons donné rendez-vous au peuple centrafricain depuis plus d'un mois. Nous avons pris toutes les précautions nécessaires. Informer le ministère de l'administration du territoire, informer le ministère de l'Intérieur, informer la MINUSCA, afin que notre meeting se passe dans la quiétude. Malheureusement, le parti au pouvoir, le MCU, a mobilisé des nervis pour venir agresser nos militants. Au moment où nous vous parlons, 2 d'entre eux se trouvent dans les hôpitaux de la place. L'opposition avait déjà tenu le 4 avril dernier une manifestation contre la nouvelle constitution qui permet au chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, de briguer un 3e mandat. L'élection présidentielle doit se tenir en décembre prochain. Le bloc républicain pour la défense de la Constitution promet de mobiliser ses troupes. Pour l'heure, aucune date n'a été communiquée. La reprise des pourparlers ce lundi s'annonce tendue après une précédente réunion qui n'avait débouché sur aucune avancée concrète. Lors de la dernière rencontre, Moscou avait refusé de discuter d'une trêve immédiate aux Ukrainiens de formuler leurs propositions par écrit. C'est après moi. Les délégations russes et ukrainiennes se sont rencontrées en Turquie ce lundi pour une seconde série de pourparlers de paix directe au lendemain d'une vaste offensive de Kiev contre l'aviation russe. Une attaque de drones ukrainiens a détruit plus de 40 avions russes et Moscou a lancé 472 drones et missiles en représailles sur l'Ukraine. Cette opération, qui serait selon Kiev la plus grande invasion réalisée depuis février 2022, intervient quelques heures avant ce nouveau cycle de négociations. Ces tensions pourraient compliquer les discussions alors que Kiev se dit prêt à prendre des mesures importantes en vue de la paix. La Russie, quant à elle, a annoncé qu'elle présenterait un mémorandum de ses conditions pour un accord de paix. Ceci après avoir refusé lors de la tentative du 16 mai le cessez-le-feu inconditionnel et d'autres mesures. Et c'est tout pour cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.